Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Là, vous êtes chez vous, vous avez des écouteurs dans les oreilles, ou bien vous êtes au bureau, dans le métro, en train de courir dans un parc depuis 17 minutes, 150 calories perdues. Vous êtes essoufflé. Regardez les gens autour de vous, les autres. Il leur est probablement arrivé un truc dans leur vie que vous rêveriez de savoir et dont ils ne soupçonnent pas eux-mêmes que c'est digne d'intérêt. Un accident qui a changé leur existence ? Une dispute à laquelle ils repensent chaque jour depuis 20 ans ? Une histoire d'amour secrète qui avait pour décor des toilettes publiques ? Un truc qui ressemble à ce que vous avez vécu, ce que vous rêvez de vivre ou ce que vous redoutez. Dans Transfert, ce sont ces histoires qu'on va vous raconter. Et elles seront toujours vraies. Je m'appelle Charlotte Pudlowski et je vous présenterai un nouveau récit à chaque épisode. Celui d'aujourd'hui appartient à un homme qu'on appellera Nicolas, parce qu'il ne veut pas qu'on donne son nom. C'est un secret de famille, mais surtout un secret de parents. Vous vous imaginez vos parents d'une certaine manière, vous vous construisez par rapport à cette image, mais si cette image s'effondre, comment vous faites, vous ? C'est Agathe Le Taillandier qui est allée le rencontrer. J'ai compris, quand j'ai eu une trentaine d'années, que donc j'avais grandi dans une famille avec un secret. Il y a quelque chose qu'on dit des enfants, on dit que les enfants sont des radars. C'est-à-dire que même si on ne leur dit pas, ils sentent ou ils savent. Et en fait, il y avait un problème dans le couple de mes parents, un problème concernant le mari et l'épouse. Voilà, l'époux et l'épouse. C'est-à-dire que eux n'étaient pas heureux en tant que couple. On ne parle pas d'une famille où j'avais un père qui buvait, qui frappait ma mère. On n'était pas là-dedans. Mais il y avait un truc pas terrible. Il n'y avait pas beaucoup d'amour, quoi. Il y avait beaucoup de ressentis, des frustrations. Mais ça, je m'en rends compte après coup. Par contre, ils étaient plutôt épanouis par rapport à leur rôle de père et de mère. Et on devait ressentir ces espèces d'effluves dans le foyer. Et en fait, quand j'étais ado, justement, j'ai eu des problèmes de croissance qui sont liés à tout ça, en fait. Et entre l'âge de 13 et 18 ans, j'ai plus grandi du tout. Normalement, à l'âge où on fait sa puberté, moi, il se passait rien. Et petit à petit, c'est devenu une espèce de grosse souffrance, notamment au lycée, où vraiment, quand j'étais au lycée, je ressemblais à un gamin de 12 ans. Mon premier cours de philo, donc ça m'a fâché avec la discipline tout de suite. La prof fait l'appel, et quand elle m'appelle, et je lève le bras, elle me regarde et fait « Mais vous avez 12 ans, vous ?» Et c'était extrêmement humiliant. J'étais très inquiet, ça me faisait beaucoup de peine, et mes parents voulaient vraiment m'aider là-dessus, et on est allé même à Paris faire des tests, dans un hôpital, l'hôpital Trousseau, je crois, l'hôpital pour les enfants. Et je me rappelle, j'ai fait des tests et ils n'ont rien trouvé. Je me rappelle aussi d'un truc extrêmement humiliant, c'est quand ils vous regardent les testicules, en fait. Et que, je me rappelle, l'infirmière prend le carnet et marque pas de signe de puberté. C'est tellement dur, en fait. Pour un petit garçon, à ce moment-là, alors qu'il sait que c'est pas normal, c'est comme si on lui refusait de devenir un homme, en fait. C'est des choses un peu comme ça. Et c'est marrant parce que des années plus tard, maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi je grandissais plus. J'étais en séance de psy et je parle de ça. J'allais voir un psy pour la première fois et je parle de ça. Et la psy me dit, mais vous pensez que ça pouvait être un blocage psychologique ? Et je lui dis, ah bah non, pas du tout, parce qu'on a fait des tests et on n'a rien trouvé. Et elle me regarde comme ça, sans rien dire. Et je lui dis, oh merde, j'ai bloqué ma croissance, c'est ça. Et en fait, il s'avère que j'ai bloqué ma croissance. Et j'ai vraiment, vraiment grandi et changé physiquement le jour où je suis parti de chez mes parents. Donc clairement, il y avait quelque chose de lié à ma famille. Je pense qu'en stoppant ma croissance, je les assure d'être des parents, pour qu'ils soient confortés dans le rôle de père et de mère, parce que c'est tout ce qu'ils avaient, en fait. Vu qu'en tant que couple, leur couple était une illusion, était un mensonge. Je me rappelle même une fois être allé acheter... C'était horrible. J'adorais les jouets, en fait. J'étais allé acheter un jouet alors que j'avais 13 ans. Normalement, à cet âge-là, on n'est plus tellement là-dedans. Et je me rappelle que à la caisse, quand on m'a dit « Ouais, c'est pour offrir », j'ai fait « Oui ». Et ils l'ont emballé. Alors que c'était pour moi. Mais j'assumais pas, en fait, parce que je savais que c'était pas normal. Mais je pense que je m'imposais de rester petit
pour que, voilà, pour que mes parents, je sais pas, se sentent plus parents. Je me rappelle, mon père me disait, non, mais tu seras grand comme moi, tu feras 1m75. Et moi, je voulais pas, quoi. Je voulais pas. Moi, en fait, il y avait ce symbole du 1m80. Le 1m80, c'est un peu un terme. On dit, ouais, les grands blonds d'1m80. Et sans que ce soit non plus une taille énorme, aujourd'hui, je fais 1m81. Comme si j'avais fait, non, je vais pas m'arrêter là, je vais pousser d'un petit centimètre. Et boum. Et voilà. Le mensonge dans une famille, c'est un truc mais tellement destructeur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, j'avais une obsession pour la vérité depuis toujours. Et je disais même à une époque, alors que c'est complètement faux aujourd'hui, je ne mens jamais. Et je déteste les mensonges et la tromperie. Mais même tous les mensonges, par exemple, les conspirationnistes, tous les sujets comme ça, je me rends compte que je lis des livres là-dessus depuis très longtemps parce que je recherche la vérité. La vérité, c'est un concept un peu, hein, mais je veux savoir quelle est la vérité. Parce que je savais qu'on me mentait tous les jours, en fait. Ma vie a complètement changé le jour où j'ai reçu un email de mon père. Voilà, c'était il y a quelques années de ça. Mon père, que je vois pas souvent, qui habite très loin, qui habite dans le sud de la France, doit venir nous voir, mon frère et moi, sur Paris. Il a un truc à nous annoncer qui est important. Mais compte tenu de nos rapports, en fait, et de la mythomanie qu'on prête souvent à notre père, on se dit, voilà, il va nous raconter un truc dont on se fout complètement, comme d'habitude. Et surtout, on n'a pas le temps. Moi, c'est une époque où je travaille beaucoup, je travaille dans une boîte, je fais des freelances à côté, j'ai besoin d'argent, j'achète un appartement. Et donc, on n'a pas super le temps de le voir, mais on accepte. Je le vois, genre, entre midi et 2, en fait, à la pause déj. Et mon père se vexe quand il apprend ça, parce qu'il estime qu'on ne lui accorde pas assez de temps et que, finalement, nous, on s'en fout, en fait, de sa venue. Ce qui est pas faux, mais on peut pas savoir à ce moment-là qu'il a un truc très, très important à nous dire, enfin, réellement important. Bref, mon père m'envoie un mail ou un peu d'insulte, où il me reproche tout ça. J'y prête pas très attention parce que c'est mon père, hein, il est comme ça. Et le lendemain, et c'est ce jour-là qui est très particulier, il me renvoie un second mail. Rédigé un peu n'importe comment. C'est très confus ce qu'il écrit à ce moment-là, mais c'est assez compréhensible. En gros, il nous dit en substance que toute sa vie, toute la vie qu'on a connue quand il était avec ma mère, parce que mes parents ont divorcé quelques années auparavant, était une mascarade, c'était des clowneries, des singeries, et je comprends pas pourquoi il me parle de ça, même si j'avais conscience que c'était pas un couple très heureux. Et il écrit, car comme vous vous en doutez peut-être déjà, alors je tiens à vous dire que ni moi ni mon frère, on se doutait de ce qu'on allait lire, je suis homo. Voilà. Écrit en lettres capitales, H-O-M-O, vraiment une espèce d'effet d'annonce ultra brutal. Et donc là, je sais que quand je lis ça, je suis dans ma boîte, dans un open space, entouré de 30 personnes, avec mon ordinateur ouvert devant moi, mon laptop. Et à ce moment-là, je baisse l'écran d'un coup et je m'écarte avec ma chaise, et je fais non, je suis pas d'accord. Et je rouvre l'ordinateur et à nouveau, il y a marqué ça. Et je suis homo. Et derrière, j'apprends qu'il vit avec un homme avec qui il est très heureux, un monsieur très gentil, précise, un monsieur très gentil. Et je fais non, c'est pas possible. Et les gens autour de moi disent oui, il y a un problème. Je leur fais non, il y a, enfin si, non, bah, je suis, je sais pas où je suis en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Je fais à mon ordinateur, je sors dans la rue, je prends mon portable, je me dis il faut que j'appelle mon frère. À ce moment-là, en fait, je le sais pas encore, mais c'est un cataclysme en fait. C'est pas tant le fait que mon père soit homosexuel, j'ai pas de problème avec ça, pas du tout. C'est plus que de découvrir à ce moment-là, en un mot, en une phrase, que je ne connais pas mon père en fait. Je ne sais pas qui il est, je sais pas fondamentalement qui est cette personne. Et là, c'est que le début en fait. Et donc j'appelle mon frère et je l'appelle, je fais ouais, j'ai reçu un email de papa, Il me dit ah mais quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Parce qu'il sait que mon père souvent nous envoie des conneries. Et je lui dis il dit qu'il est gay. Et mon frère, de manière hyper nonchalante, fait ah ouais? Ah putain. Je fais c'est tout, putain, c'est. Il me fait bah je sais pas. Puis là son ex de l'époque qui dit à voix basse ah mais moi je m'en doutais. Je lui dis mais comment ça s'en doutait? Nous on s'en doutait pas, comment elle pouvait s'en douter? On peut pas s'en douter. Je suis en vrille et mon frère comme il sait pas quoi me dire, je raccroche, je dis je vais appeler maman, je vais lui demander. Je dois lui dire et j'appelle ma mère et je fais allô maman, ouais j'ai reçu un email de papa. Je fais oh il dit qu'il est gay. Et ma mère gros silence. Et ma mère elle fait ouais je savais.
Et je m'effondre, en fait. Je m'assois par terre et je pleure. Et le truc, j'ai une réaction qui peut paraître débile, mais tant que ça vous est pas arrivé, vous pouvez pas savoir. Je dis à ma mère, putain, je suis sûr que ça va m'arriver à moi aussi. Ma mère me dit, mais arrête de dire des bêtises. Il a toujours été gay, même avant que je le rencontre. Et je fais, hein? Parce que pour beaucoup de gens, dont moi, quand quelqu'un fait son coming out à 60 ans, c'est comme si la veille, il le savait pas, en fait. Et non, coming out, c'est juste officialiser quelque chose. Enfin, de mon point de vue. Et donc, tout à coup, là, c'est vraiment Hiroshima dans ma tête, quoi. Le truc, c'est que c'est pas une question de sexualité, c'est une question de mensonge. Il faut vivre avec l'idée que quelqu'un nous a menti toute sa vie, en fait. Nous a menti, et que nous, on a cru à ce mensonge, et on en a sans doute souffert. Et c'est ça qui est dur, en fait. J'aurais pu apprendre que mon père était agent secret, ça aurait été un peu pareil. On avait un père qui était soi-disant hétéro, et à coup, qui, en fait, est homo. Et c'est ça qui est dur, c'est de changer de père. Donc en une fraction de seconde, je pense que c'est comme les expériences de mort imminente, c'est-à-dire que on revoit toute sa vie défiler en un instant, en une seconde comme ça, avec une nouvelle information qui nous fait comprendre qu'il y a énormément de choses qui doivent être réinterprétées. Tout à coup, on a le décodeur. Et tout à coup, l'aigreur de cet homme, plein de choses comme ça, des réactions, des colères, tout à coup, tout prend un sens. Tout à coup, on se rend compte qu'on ne le connaît pas, mais qu'on a maintenant la clé pour apprendre à le connaître et savoir qui est vraiment notre père. Et donc je pose plein de questions à ma mère. Voilà, elle me dit qu'elle s'en est rendue compte à la fin des années 70, à la naissance de mon frère. Donc tout à coup, je me dis, mais c'était il y a plus de 30 ans. J'ai vraiment l'impression de... Oui, voilà, j'attaque Game of Thrones à la saison 5. Donc je ne comprends rien. J'ai plein de retard. Et ma mère m'explique tout, qu'elle s'en est rendue compte, qu'elle a trouvé des lettres d'amants brésiliens. Et donc je comprends que mon père avait une vie parallèle et que ma mère avait une vie parallèle parce que elle lui a dit clairement, quand elle s'en est rendue compte, que voilà, il se passerait plus jamais rien entre eux et qu'elle restait parce qu'il y avait ces deux enfants et tout ça. Et je pense qu'il y avait une volonté de préserver une image. Je pense que les deux voulaient préserver cette image d'une famille. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, on revoit toute sa vie. Tout à coup, il y a plein de choses qui prennent du sens. Et il y a plein de choses extrêmement drôles parce qu'il y a énormément de choses drôles. Tout à coup, j'ai des espèces de flashs. C'est que je repense, et c'est un cliché, mais c'est vrai, à ses goûts musicaux. Et d'un coup, je me dis, ok, donc ABBA, Barbara Hendricks, Barbara Streisand, Mylène Farmer. Le côté droite, Michel Sardou. Donc, qui est le plus grand chanteur de tous les temps d'après mon père? Freddie Mercury. Alors on peut apprécier tous ces chanteurs sans être homosexuel, mais quand même, là tout à coup, je me rends compte que c'est sa collection de disques, c'est un peu orienté. Mon père adore le patinage artistique. Alors je pense que c'est pas le seul, mais il le regarde comme du football. Et quand c'était Soria Bonali, je crois, quand elle fait un triple axel, il hurle comme si quelqu'un avait mis un but. Alors voilà, évidemment, c'est des clichés, tout ça, mais je parle uniquement de mon vécu. Puis à côté, en même temps, plein d'autres trucs qui sont des trucs, je dirais même des hétéro-clichés, à fond sur les voitures, réparer des trucs, acheter plein d'outils dont il ne se servira jamais. J'ai l'impression qu'il aimait bien avoir toute la panoplie du cliché hétéro. C'est-à-dire, s'il se met à jardiner, il avait tout le matos comme si on habitait à Versailles. Il aimait bien, en fait, avoir... en tout cas, un déguisement de normalité, en fait. Voilà, j'ai un jardin, je jardine, je suis comme tout le monde. Et il est comme tout le monde. Mais je pense que parce qu'il vivait très mal le fait de se cacher, il exagérait les choses, sa manière d'être, etc. Il a voté à droite toute sa vie, fan de Valéry Giscard d'Estaing, ultra fan de Chirac, c'était son héros. J'adore le général de Gaulle, et Napoléon était un grand homme, ça le cadre. Il a un côté un peu vieille France, mon père, et très à l'ancienne, justement. Donc parmi les choses quand on revisite sa vie à ce moment-là, c'est vraiment un effet, c'est le Truman Show. C'est comme Jim Carrey, tout à coup on découvre que tout est faux, tout est truqué. Et en même temps, on peut réinterpréter les choses. Et donc par exemple, je pense à deux histoires, une marrante et une beaucoup moins marrante. Une fois que mon frère, on trouve un disque de Queen, c'est I Want to Break Free, un 45 tours. Et on écoute, on trouve ça chouette. Mais on se demande, qui est-ce qu'il a acheté? Et je demande à ma mère, mais c'est toi qui l'as acheté? Elle me dit, bah non, demande à ton père. J'ai dit à mon père, est-ce que c'est toi qui l'as acheté? Et mon père me dit non. Donc, à un moment donné, moi j'ai 10 ans, je suis pas du genre à aller acheter un disque sans me rappeler, mon frère en a 7. Et voilà. Et donc je pense que c'était à mon père. Et dans une logique qui est vraiment la sienne, peut-être qu'il s'est dit, si je dis que c'est moi qui l'ai acheté, ils vont me cramer
que je suis gay. Parce que Queen, Freddie Mercury est homo, etc. Moi, j'ai 10 ans, je ne sais pas que cet homme avec une grosse moustache est homosexuel. C'est juste le mec qui chante ça et qui chante Flash et la chanson d'Highlander. Et peut-être que mon père, à ce moment-là, qui doit quand même... c'est un homme qui a peur à chaque instant d'être découvert, d'être démasqué tout le temps. Il va jusque-là, à un endroit où ses enfants vraiment posent une question innocente, et je pense vraiment qu'il nous a menti, ils ont menti pour ça. Une fois aussi, pareil, donc là, c'est très bizarre. J'ai peut-être 14 ou 15 ans, et je demande à mon père si je peux lui prendre, 10 francs ou un truc comme ça. Il me dit, prenez dans ma sacoche, et j'ouvre son portefeuille, et je trouve un préservatif. Et je vais le voir, et on est tous là, et je lui montre, je fais, mais c'est quoi ? Je le confronte quand même. Et mon père, il se débine pas. J'avoue que là, purée, mais là, en termes de mytho, il a été incroyable. Il me regarde, il fait, c'est extrêmement simple. Il ouvre le préservatif, il l'enfile comme un gant, et il dit, voilà, c'est simple, parfois t'es dans l'avion, parce que donc il travaillait comme steward, et si quelqu'un a un problème, a un saignement, et t'as pas de gants, tu fais ça, et tu peux manipuler la personne sans toucher le sang et tout. Qui est un espèce de mytho, mais énorme. Et à ce moment-là, je sais que je le crois, mais genre, ok, c'est pas hyper convaincant, mais pourquoi pas. Et je me rappelle pas, mais mon frère m'a dit que ma mère était furieuse, parce qu'elle savait ce que ça voulait dire. Et l'autre truc, en fait, c'est là qui est beaucoup plus triste, en fait. Un soir, mon père rentre et il a un énorme cocard. Et avec mon frère, il me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il nous raconte, il dit, je travaillais, là, j'étais à Londres, et puis, à un moment donné, je vais dans la rue, je vais m'acheter un fish and chips et tout, puis il nous raconte, et il raconte de manière vraiment très marrante. C'est vraiment marrant. Et voilà, je me promène dans la rue, j'ai mon fish and chips, tout à coup, il y a un Anglais qui arrive, je sais pas ce qu'il me raconte, et il me met un coup de poing. J'ai mes frites qui volent en l'air, mon poisson de l'autre côté, je m'en trouve le cul par terre, j'ai rien compris. Ce qui nous fait à ce moment-là rire, parce qu'il nous le raconte vraiment pour nous faire marrer. En fait, il est en train de nous mitonner, mais il est en train de en fait, la scène, pour moi, elle est folle, parce qu'il est en train de nous protéger d'un truc qu'on peut pas encaisser. Et donc, il nous raconte ça et tout, et voilà, et c'est l'histoire, c'est fin de l'histoire. Et il se passe 25 ans. Et j'apprends que mon père est gay, et puis ma mère, je lui parle tous les jours, je lui pose des questions. J'ai des flashs qui me reviennent, je lui pose des questions. Et d'un coup, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé le soir où il est rentré avec un cocard ? Et elle me dit qu'il s'était fait agresser, en fait, à Londres. Clairement, il s'est pris un coup de poing parce qu'il était homosexuel. Et ça met en colère, en fait, parce que c'est hyper tragique, parce que d'un côté, il y a un truc qui est beau, dans le sens où on se dit, il nous a tellement protégés de ce récit, il nous a caché le fait qu'on l'avait frappé parce qu'il était homosexuel. Et il nous a protégés de ça, il nous a protégés de cette injustice, en fait. Et de découvrir ça des années plus tard, en fait, c'est hyper triste, parce que personne n'a le droit de frapper mon père, en fait, quoi. Et donc, quand j'apprends tout ça, en fait, ce jour-là, j'ai pas encore pris conscience de ce que ça veut dire, à savoir que ça va tout changer, en fait. Les 3 mois qui vont suivre, je vais perdre entre 10 et 12 kilos. Et je fais comme une espèce de seconde puberté. Ça veut dire que tout à coup, j'étais pas gros, mais je me portais bien. Tout à coup, je mincis, je change toute ma garde-robe. Tout à coup, je me suis mis à m'apprécier physiquement, à me trouver bien, à oser me regarder dans un miroir et tout ça. Je deviens la personne, je crois, que je voulais devenir depuis très longtemps, mais que j'avais jamais osé être, quoi. En fait, je suis en train de faire mon coming out. Mon père a fait son coming out, il dit je suis gay, moi, je fais le mien, et puis je suis quelqu'un d'autre. Je vais rapidement me sortir d'une histoire sentimentale compliquée, quitter mon travail, faire ce que je veux vraiment faire, etc. Mais qu'il n'y a pas de raison, en fait, moi aussi je vais m'affirmer. Moi aussi je vais devenir qui je veux être. Ça nous donne l'occasion de se redéfinir. Enfin, ça m'a donné cette occasion. C'est-à-dire que si mon père n'est pas celui que je crois, ça veut dire que je ne suis pas celui que je pense être. Je suis quelqu'un d'autre. En fait, j'étais le fils d'un homosexuel honteux qui se faisait passer pour un hétéro, et maintenant je dois être le fils d'un homosexuel qui s'assume. Et donc ça veut dire que moi aussi j'ai un chemin à faire pour m'aligner aussi quelque part avec qui il est devenu. Moi je suis allé voir un psy, parce que ce truc-là c'est ingérable. Et j'ai travaillé, et ça m'a énormément aidé à devenir quelqu'un d'autre. Mon père, je peux pas dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de bons rapports, dans le sens où il m'a pas appris 10 000 trucs. Où il y a ce truc de transmission. Je pense que je suis attaché vachement au statut de mentor et de transmission parce que ça m'a manqué, justement. J'arrivais pas à comprendre le modèle que j'avais sous les yeux, en fait. S'il avait été homo, ok, il est homo. Et je sais que mon père est homo, viril ou pas viril, peu importe, mais je sais. Et c'est pour ça que c'est pas, pour moi, l'homosexualité, c'est pas du tout un problème par rapport à l'éducation des enfants. La question, c'est juste que les modèles soient clairs. Que les gens soient eux-mêmes, en fait. Qu'il n'y ait pas
Il n'y a pas d'imposture. Quand j'ai appris que mon père était homosexuel, c'est comme si on me disait « c'est normal que tu aies échoué en fait ». Tu savais pas quel était le problème, tu savais pas quelle était la situation. Donc d'un coup on a les clés et en fait c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Et donc ça me libère. Et à ce moment-là je peux dire ok maintenant moi je vais m'occuper de moi. Il m'a donné les clés de compréhension de mon passé, de mon histoire familiale, de tout ça, de qui je suis en fait. Et maintenant j'en profite pleinement. Je suis monté dans ce train quoi. Il était à quai, je suis monté dedans. Je pouvais pas continuer à être qui j'étais. Alors que je me détestais en fait je pense. Donc après, on a revu mon père et tout. C'était un peu bizarre quand même, mais voilà, on lui a dit, moi je lui en voulais pas. Avec mon frère, c'était beaucoup plus compliqué, mais que je comprenais, etc. Et je lui ai posé quelques questions pour qu'il me raconte un peu quand est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était homo, sa première fois et tout. Ben oui, mais j'ai envie de savoir, moi j'ai envie qu'il me dise à quel âge il a senti qu'il préférait les garçons, qu'est-ce qu'il espérait. Et mon père, je pense qu'il m'a baratiné à ce moment-là. C'est-à-dire que il m'a raconté que c'est un peu venu sur le tard, après notre naissance. Quand il me raconte sa première fois, il me raconte qu'il était bourré, quoi. Donc, bon, le coming out du mec, voilà, j'étais alcoolisé, donc j'ai couché avec un homme, je trouvais ça bien. Moi, ça va 2 secondes, quoi. On parle pas de ça ici. Moi, je voudrais qu'il me dise franchement, voilà, il avait du désir pour un autre homme et tout. Et il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. Donc, je l'ai pas challengé là-dessus, je l'ai pas défié, mais ça m'énerve un peu qu'il continue à pas me faire confiance. Je pense qu'il y a une part de moi qui aurait apprécié qu'il se rachète avec la vérité, avec sa vérité, la vérité que je peux entendre, pour peut-être avoir plus d'estime pour mon père, pour mettre en avant ses qualités et non pas ses défauts, pour mettre en avant le courage et des choses comme ça. Et malheureusement, il me dit pas, donc il me donne pas, il m'aide pas en fait, il m'aide pas à le réhabiliter et à l'admirer, je dirais. Ouais, je pense que j'aurais envie de l'admirer en fait. J'ai appris en fait, il s'est marié il y a pas longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Il s'est marié avec son compagnon et il nous a pas prévenus. Et ça m'a fait énormément de peine, parce que je serais venu pour mon père et je serais venu aussi comme un militant quelque part, c'est-à-dire pour dire voilà, je suis là, ça veut dire que j'accepte qui tu es et j'accepte qui tu veux être et ton amour pour cet homme, etc. Mais il nous a pas invités parce que il nous a dit qu'on donnait jamais de nouvelles, etc. Mais je pense que c'est parce que il continue de ne pas assumer. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur de notre regard, même si le mien est extrêmement bienveillant. Et moi, je sais que je lui en veux. J'en veux par rapport à l'enfance pas facile qu'on a forcément eu avec lui. Il y a eu des choses magnifiques et tout, hein, vraiment. Mais mon père était quelqu'un d'assez dur et je sais qu'on lui en veut pour ça. Parce qu'il était assez dur, parce qu'il était pas bien dans sa peau et qu'il s'en prenait à nous en fait. Donc on n'est pas des enfants battus, hein, loin de là. Mais voilà, il nous faisait peur des fois et il y avait une violence en lui. Dont je pense que mon frère et moi on en a hérité. On la gère comme on peut. Mais c'est un cadeau empoisonné quoi. Et puis par rapport à ma mère aussi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis dit, bah voilà, cette femme, elle s'est fait arnaquer en fait. Ma mère, par rapport à ce que je sais d'elle durant sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est une femme extrêmement curieuse, qui faisait pas mal d'activités et elle s'est éteinte en fait à son contact. Elle s'est énormément éteinte. J'avoue que sans me mêler de leurs histoires, parce que ça c'est leur couple, ça ne me regarde pas, j'en voulais à mon père parce que je me disais voilà, elle était aussi abusée quelque part. Mais en tout cas voilà, moi ça a changé ma vie en fait. C'est ça a tout changé quoi. Parfois je me dis, je sais pas, je suis pas encore père, mais voilà, quand je serai père, quel père je veux être en fait. C'est ce que je trouve dommage avec du côté de mon père, c'est tous ses secrets en fait. J'ai eu une conversation il y a pas longtemps avec lui et tout sur plein de choses et je me rends compte que je dois prendre avec des pincettes tout ce qu'il me dit parce qu'il réinvente l'histoire. Il a peur d'être jugé en tant qu'homosexuel, jugé en tant que menteur. Donc en fait, il change tout, donc je ne saurais jamais vraiment qui il est fondamentalement, même s'il m'a dit des choses sur son enfance et comment il en a chié et tout ça, et qui me font que j'ai beaucoup d'empathie pour lui et beaucoup d'affection pour lui. Mais il a passé plus de 50 ans de sa vie à mentir pour se cacher, et c'est dans son ADN, quoi. Il n'arrive pas à s'en défaire. Il vient d'une famille de secrets, avec vraiment des secrets mais lourds. Des trucs qui datent des années 20, des années 30. On est vraiment dans un truc fort. Et je sais que à sa mort, hein, je sais pas quand, plus tard possible, ça s'arrêtera. Les secrets s'arrêtent avec lui.
Il n'y a plus de secret. Moi, je n'ai pas de secret. Et mes enfants, si j'en ai, il y aura d'autres problèmes, mais en tout cas, il n'y aura plus cette notion. Je veux plus de secret de famille, de ces trucs destructeurs. Voilà, et mon frère est comme moi, ça s'arrête là. On a énormément de défauts, et on est un peu des sales cons parfois, mais on ne sera pas des menteurs. On essaiera. On sera autre chose. Merci à Agathe Le Taillandier qui a interviewé Nicolas, à Lola Costantini pour la réalisation, à Pauline Thompson du groupe Théodore, Paul et Gabriel qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, très simple, vous venez sur notre site slate.fr/podcast. Sur iTunes, vous tapez Transfert, sur le site de notre partenaire, Audible, pareil. Le mieux, ceci dit, c'est que vous téléchargiez une application sur votre téléphone. Et vous pouvez aussi venir voir notre nouvelle page Facebook, Slate France Podcast. On mettra les nôtres et on vous fera une sélection de tout ce qu'on écoute par ailleurs. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous podcast au singulier @slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.